C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Certains jeunes affiliés dans différents partis politiques de la commune Mugina dans la province de Cibitoke saluent le climat d'entente qui règne dans cette localité. Ils révèlent que tous les partis politiques sont invités lorsque les réunions sont organisées. Le chef du cabinet du gouverneur, de son côté, a indiqué que cela est le résultat issu des sensibilisations sur la cohésion sociale. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et l'association des transporteurs du Burundi regrette les irrégularités dans la distribution du carburant via l'application Igitoro Pass. Le secrétaire général de cette association propose à la SOPEBU d'instaurer le système de distribution du carburant à l'aide de la carte électronique. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, certains jeunes affiliés de différents partis politiques de la commune Mugina de la province Cibitoke disent que la cohabitation est généralement pacifique dans cette période préélectorale, sauf quelques cas d'intolérance. Ils partent des réunions dans lesquelles ils sont conviés et le conseiller de l'administrateur chargé des questions politique Mundimana Najan affirme que cette commune a toujours été caractérisée par la tolérance politique. Pour le chef du cabinet du gouverneur Saïd Anissé, cela est cela est le résultat issu des sensibilisations sur la cohésion sociale organisées par l'administration en collaboration avec d'autres organisations comme le Centre d'alerte et de prévention des conflits SENAP. Suivez à ce propos le reportage d'Ornella Mouchou. Certains jeunes femmes et hommes de la commune Mugina, issus de différents partis politiques, disent que jusqu'à présent, dans cette période préélectorale, la cohabitation est sereine. L'un des jeunes du parti CNDD-FDD indique que l'exemple est de la coopérative des jeunes unis pour le développement au sein de laquelle se réunissent les jeunes des différents partis politiques. Avis partagé avec l'autre jeune membre du parti Iprenat. Toutefois, il souligne qu'il a été constaté quelques cas de menaces. Il y a des coopératives sur différentes collines. Alors, quand on observe les responsables de cette coopérative, ce sont les membres de différents partis politiques. C'est vrai, le représentant émane du parti politique au pouvoir, mais son vice-président et le trésorier sont membres des autres partis. Tout cela prouve que nous collaborons parfaitement avec d'autres jeunes. À l'égard des autres partis politiques pour perturber des réunions tenues. Et celui du parti Sawanya Frodebu indique que la collaboration entre les partis se normalise davantage. Toutefois, il déplore l'enlèvement des drapeaux des autres partis politiques déjà constatés. Des fois, des tensions s'observent entre les jeunes des différents partis politiques. Même si ce n'est pas généralisé, on a déjà constaté l'enlèvement des drapeaux des autres partis politiques de l'opposition suite à l'intolérance politique. Mais le point positif est que parfois, des réunions sont organisées à l'endroit de tous les jeunes, y compris nous. On nous invite aussi dans des réunions de comités mixtes de sécurité et aussi dans des sensibilisations organisées par les organisations non gouvernementales. Ce sont des initiatives à apprécier. D'une façon générale, la cohabitation entre les jeunes des différents partis politiques est pacifique, mais tout n'est pas à apprécier positivement car en date du 3 novembre, le parti Iprona avait organisé des activités
Dans toutes les zones de la province de Cibitoke, malheureusement, on a constaté une personne qui a voulu perturber ses activités en nous interdisant de tenir des réunions. Heureusement, l'administrateur a calmé la situation en disant que ces activités sont reconnues. Vous comprenez qu'il y a des gens mal intentionnés, mais heureusement, les autorités interviennent rapidement. Le conseiller de l'administrateur chargé des questions politiques affirme que la commune Mugina a toujours été caractérisée par la bonne cohabitation politique. Dans notre commune, vraiment, depuis que notre mandat a commencé, parce que je ne peux pas parler des années antérieures, je n'ai jamais reçu aucun cas en rapport avec les conflits politiques, ce qui m'amène à me rassurer que vraiment il n'y a pas de conflit. Et si une fois de tels conflits surgissent, nous sommes là pour conseiller et mener aussi à bonne conscience la mentalité de la jeunesse, afin que telles pratiques ne se produisent plus dans notre commune. Et quant au chef du cabinet du gouverneur Saïdi Anissé, grâce aux sensibilisations organisées à l'endroit de la population générale et en particulier des jeunes issus des différents partis politiques, en collaboration avec quelques organisations, notamment BRTP et SENAP, affirme que la population de la province Cibitoke a déjà compris qu'en démocratie, il s'agit de la compétition des idées et non de la violence. Ici dans notre province, nous sommes satisfaits de l'intervention de certaines organisations non gouvernementales. Je citerai par exemple BRTP et SENAP, qui ont joué un rôle très important dans la sensibilisation des jeunes affiliés aux partis politiques pour qu'ils puissent avoir une bonne cohésion avec leurs frères qui ne sont pas de leur parti politique. Ils ont organisé des jeux, des matchs entre les jeunes de différents partis politiques. On les a même encouragés à créer des coopératives qui incluent les jeunes de différents partis politiques. Et leur enseignement était de cohabiter pacifiquement et de se développer ensemble. Donc, dans notre province, on est vraiment sûr que la population cohabite bien et qu'elle est prête à participer dans des élections dans une paix vraiment très durable. Ces jeunes membres de différents partis politiques de la commune de Mugina reconnaissent que le passé et surtout en période électorale, des tensions ont été observées et affirment que maintenant, ils ont acquis de la maturité politique et qu'alors ils ne seront plus manipulés par les acteurs politiques à des fins politiques. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, déplore que la qualité de l'enseignement ne cesse de se détériorer à cause du pléthore dans les écoles, ce qui constitue un des défis majeurs qui hantent le secteur des droits de l'enfant au Burundi. Dans un communiqué sorti ce 20 novembre à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, Dr Sixvigny Nimuraba se dit cependant satisfait en ce qui concerne la justice pour les mineurs, quand bien même il subsiste encore des défis. Suivez-le à ce propos. La CNIDH se réjouit de la justice appropriée pour les cas de mineurs en conflit avec la loi, qui sont traités avec célérité dans différents cours et tribunaux du Burundi, même si la lenteur s'observe parfois dans le transfert de ces mineurs en conflit avec la loi vers les centres de rééducation qui sont situés dans les provinces de Ngozi, Rumonge et Ruyigi. La CNIDH constate que des défis persistent en dépit de ces progrès dans le domaine de protection et de promotion des droits de l'enfant. Les obstacles à la pleine jouissance du droit à l'éducation sont notamment l'abandon scolaire dû aux grossesses non désirées, au phénomène des enfants en situation de rue devenu une problématique nationale, à la consommation des stupéfiants, à l'éloignement des écoles dans certaines régions, aux catastrophes naturelles occasionnant la fermeture des écoles, à l'émigration, au travail des enfants dans les ménages ou ailleurs, etc.
La qualité de l'enseignement est aussi affectée par le manque de matériel didactique suffisant et à la qualité des locaux et le ratio enseignant-élève plus élevé. La célébration du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant nous offre une belle tribune pour plaider auprès des autorités non seulement en faveur de l'adoption du Code unique de protection de l'enfance, mais aussi pour la nécessité d'une politique de rendre l'enseignement fondamental obligatoire. Poursuivons ce journal par la page de transport. L'Association des transporteurs du Burundi, Atrabu, déplore les irrégularités dans la distribution du carburant via l'application Igitoro Pass. Le secrétaire général de cette association accuse certains pompistes qui ne donnent pas aux conducteurs des véhicules la quantité qu'ils devraient avoir. Pour trouver solution à ce problème, Charles Nirameba propose à la SOPEBU d'instaurer le système de distribution du carburant à l'aide de la carte biométrique. Suivez-le. Cette application présente actuellement beaucoup de lacunes dans le secteur de transport. Comme vous avez vu, il est très difficile de voir un véhicule de transport type minibus qui va s'approvisionner 2 fois par semaine. Ça, c'est une lacune à remédier, parce que ces véhicules-là, même si on leur donne un petit quota, mais le quota doit être donné régulièrement du jour au jour. Deuxièmement, au niveau des stations-service, il y a beaucoup de désordre, et le désordre qui est créé par les propriétaires des stations et surtout les gérants qui occasionnent le désordre pour que les gens qui n'ont pas su le fil d'attente s'approvisionnent, soit parce qu'ils ont donné de l'argent, soit parce que ce sont des connaissances à eux. Même si vous êtes déjà à la pompe, cela veut dire que vous avez un quota de 60 litres. Et le pompiste, en scannant, il retire tous les 60 litres. Et pourtant, quand vous êtes déjà à la pompe, cela veut dire que le véhicule est venu, il peut consommer 20 litres et 30 du moment où le pompiste a pris. Donc, vous a retiré tous les litres, tous les 60 litres. Et ça, c'est un problème très sérieux parce que si on fait pour 10 personnes, 20 personnes, vous comprendrez que cela après, ce carburant va être vendu à un prix exorbitant parce qu'il est déjà justifié au niveau de la SOPEBU. Les véhicules devraient opérer tous les jours, mais si ils sont approvisionnés 2 fois par semaine, vous comprendrez que les 5 jours, ces véhicules-là ne vont pas prester, ou bien le maximum de jours dans la semaine, ils ne vont pas prester. Ça affecte dangereusement le secteur parce qu'après, le carburant sera vendu à un prix exorbitant. La Trabo va louer en proposant à la SOPEBU que si jamais cette situation ne peut pas être remédiée, que la SOPEBU disponibilise une carte au même modèle que la carte bancaire pour qu'il puisse être rechargé autant de litres de carburant qui sont destinés aux véhicules et que si jamais vous vous présentez à la station avec votre carte, ils vont diminuer votre quota et ça c'est facile à voir parce que vous pouvez même le constater au niveau de votre téléphone. La conséquence majeure des violences conjugales est la perte de l'intérêt supérieur des enfants puisque les parents ne se soucient plus d'eux. Propos d'Evelyne Bonangira, avocat conseil, qui trouve que par ailleurs le non-éclaircissement dans le code des personnes et des familles sur l'éducation des enfants après que l'un des parents ait été tué par son conjoint suite à ces violences est un défi. Maître Bonangira conseille les conjoints à s'écarter des violences conjugales avant qu'elles ne deviennent mortelles. Suivez ce reportage de Mère Douayo.
toute forme de violence exercée par un partenaire. C'est ça la définition d'Evelyne Mbonangira, avocat conseil aux violences conjugales. Les violences conjugales, c'est toute forme de violence exercée par un partenaire, soit époux ou épouse ou même compagne. Ces violences sont de plusieurs sortes. Et dans la famille, il peut y avoir des violences physiques, des violences verbales, des violences économiques et psychologiques, etc. Et les conséquences sont énormes. Par exemple, si ce sont des violences physiques, ça veut dire que l'époux victime ou l'épouse peut avoir des coups et blessures. Et la famille commence à dépenser pour essayer d'amener à l'hôpital l'époux ou l'épouse, malgré que c'est un conflit interne. L'époux peut empêcher la femme de travailler. Des violences qui créent des conséquences néfastes sur la famille, ajoute-t-elle. Les conséquences sur la famille, lorsqu'il y a des violences conjugales, d'abord, la communauté conjugale n'est plus. Deuxièmement, les deux époux ne travaillent plus pour le bien de la famille. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et que ce soit sur les enfants, il y a des conséquences. Les enfants peuvent abandonner l'école, manquer de quoi manger. Ils peuvent être traumatisés, par exemple, en regardant tous les jours les conflits à la maison. Ils peuvent même abandonner la famille, aller vivre ailleurs pour essayer de trouver la paix qui n'ont pas chez eux. Un couple en situation de violence conjugale ne cesse donc de violer l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que ce principe devrait être une considération primordiale dans toutes les actions. Premièrement, si ce sont des petits-enfants, ça peut être des souffrances émotionnelles. Par exemple, les enfants, même à l'école, commencent à ne plus être capables de continuer l'école. Et il peut aussi être ce manque d'autorité parentale. Et maintenant, comme les parents ne sont plus ensemble, même s'ils sont à la maison, comme il y a des conflits, chacun peut éduquer l'enfant comme ça, l'autre comme ça, au lieu de voir le bien de l'enfant. L'époux victime ou l'épouse peuvent voir que ça, pour l'enfant, ce n'est pas bon. Mais l'autre, pour manifester son pouvoir sur la victime, il va encourager l'enfant à faire ça. Et les enfants peuvent même devenir des délinquants suite à ce conflit en famille. Néanmoins, Evelyne Mbonangira, avocat conseil, trouve que l'absence de clarification sur l'éducation des enfants après que l'un de leurs parents est tué par son conjoint est un défi sans effet, considérant que la Constitution de la République règle tout. Je peux dire que le Code prévoit la protection, puisque le Code définit d'abord les devoirs des parents lorsqu'il y a le mariage. Ça veut dire que les parents doivent éduquer les enfants, assister les enfants jusqu'à l'âge de majorité. Et même s'il y a des conflits, le Code montre comment il faut résoudre et comment il faut définir le rôle des parents, même pendant les conflits. Par exemple, si les parents ne veulent plus vivre ensemble, même s'ils décident de se séparer, ils ont l'obligation de continuer à veiller sur leurs enfants. Et lorsque le divorce est prononcé, par exemple, de la faute de l'un des époux, ça veut dire que la loi exige l'époux qui est capable économiquement à assister l'autre époux qui a la garde de l'enfant. La loi aussi prévoit que même si, à l'absence des parents, l'État devient le garant pour ses enfants et même la communauté environnante, même selon la Constitution, ça nous interpelle que tout enfant doit être protégé. Et que ce soit moi ou autre, lorsqu'il n'y a plus le parent, surtout, nous devons
agir. Maître Evelyne Mbonangira conseille les époux à sauvegarder la vision qui les a poussés à former leur famille en résolvant à temps les problèmes surgissant dans leur foyer. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.